La rue de Barkor, la plus connue au Tibet, est depuis un millier d'années le quartier le plus animé de Lhasa. Ma Ningsuan a 76 ans. Le Barkor est l'endroit où il a passé toute son enfance. Grand changement intervenu en ces lieux, chaque fois qu'il passe par ici, il tient à jeter un coup d'œil à la vieille maison où il a habité il y a plus d'un demi-siècle. Avant 1959, le grand-père et le père de Ma Ningsuan exploitaient une meunerie ici même. Toute la famille vivait de ce petit commerce. 叫做商人嘛，反正我们父母啊，我们的反正兄弟姐妹啊，都要交人头税，说明我们就是农奴的一部分，那属于堆穷。 Les Dunchung étaient la deuxième catégorie de serfs dans l'ancienne société tibétaine. Ils n'avaient pas de terre à eux. La plupart d'entre eux vivaient de bricolage ou d'une activité artisanale. S'ils ne pouvaient pas trouver de travail, ils étaient contraints de vagabonder et devenaient des mendiants. La famille de Ma Ningsuan avait un petit commerce à Barkor et parvenait à peine à subvenir à leurs besoins. Mais elle était contrainte d'exécuter quotidiennement des corvées pour la ville de Lhasa. Le souvenir le plus marquant que Ma Ningsuan garde du Barkor reste l'été 1959. Pour la première fois de sa vie, il a abandonné son statut de serf. 当了社会的主人嘛，过去是农奴主的农奴。 L'année 1959 a été une ligne de démarcation dans l'histoire du Tibet. Cette année-là, les Kulun réactionnaires du Kashag, gouvernement local tibétain, fomentèrent une rébellion armée visant à conserver le système esclavagiste, mais leur tentative échoua. Le gouvernement populaire central ordonna de dissoudre le Kashag. Puis, les peuples multi-ethniques tibétains lancèrent le mouvement de la réforme démocratique et renversèrent d'un seul coup le système esclavagiste féodal théocratique qui avait régné pendant des siècles. Pour réussir cette entreprise, d'innombrables réformistes déployèrent tous leurs efforts. Toute la famille de Ma Ningsuan attendait cet événement depuis un demi-siècle. Le Tibet en 1904. La photo a été prise par le capitaine William Eman qui a pénétré au Tibet avec une expédition britannique. En octobre 1903, une troupe britannique d'environ 3000 soldats envahit le Tibet depuis l'Inde. Cette invasion provoqua une grande crise dans la société tibétaine. De nouveaux changements commencèrent à apparaître dans la relation entre le Tibet et le monde extérieur. 严重的侵犯了中国在西藏这个主权，在西藏这个地方，就是维护国家的主权呢，这个时候已经到了最紧要的关头了。 À moins de 100 mètres de la vieille maison de Ma Ningsuan, cette cour accueillait le siège du ministre résident du gouvernement impérial des Tsing au Tibet. À partir de 1727, le gouvernement des Tsing commença officiellement à envoyer un ministre résident à Lhasa pour renforcer la gouvernance de la région tibétaine. Durant environ 200 ans, le gouvernement impérial des Tsing envoya en tout 136 ministres résidents au Tibet. 2 ans après l'invasion par l'armée britannique, le gouvernement des Tsing délégua Zhang Yintang, adjoint au ministre résident du Tibet, pour régler les affaires tibétaines en vue de sortir le Tibet de la crise. Beaucoup ont été tués, des cadavres gisent partout. La population sans emploi, 9 maisons sur 10, sont vides. C'est là que Zhang Yintang découvrit le système esclavagiste théocratique qui avait existé durant des siècles. Sur ordre du gouvernement impérial, Zhang Yintang avança une série de propositions de réforme. Pour améliorer les conditions de vie des serfs, le représentant des Tsing exigea que les propriétaires des domaines réduisent les loyers des terrains et des taxes et allègent leur politique despotique. Il encouragea également l'éducation, le défrichement et le développement agricole. Les réformes préconisées par Zhang Yintang pour le Tibet firent suite aux réformes menées à l'intérieur du pays à l'époque.
Or, en ce temps-là, au Tibet, ces mesures rencontrèrent de multiples obstacles. 首先损害到的就是农奴族的利益，因为他要吸引这些农奴去耕种，这些农奴势必就反抗农奴族，所以农奴族呢的利益首先就被触动了。 Sur le plan politique, Zhang Yintang proposa de défaire le Dalai Lama de ses pouvoirs pour que ce dernier et le Panchen Lama s'adonnent exclusivement aux affaires spirituelles. Ceci ébranla le système théocratique profondément enraciné dans la société tibétaine. Étant donné la pression venue de l'intérieur comme de l'extérieur, Zhang Yintang fut révoqué après avoir passé seulement 8 mois au Tibet. Par la suite, le gouvernement des Tsing se montra toujours déterminé à mettre en œuvre la nouvelle politique. En 1909, le gouvernement impérial envoya Zhao Hafang avec une armée sichuanaise de 2000 soldats pour soutenir la nouvelle politique. Le grand-père de Ma Ningxuan faisait partie de cette troupe. 爷爷呢，就是清朝的一个兵，那时候就在成都，由赵二峰带着进藏。 Seulement 2 ans plus tard, la révolution de 1911 éclata et le gouvernement des Tsing fut renversé. Le régime impérial qui avait existé en Chine durant plus de 2000 ans prit fin et le pays entra dans l'ère de la République nationaliste. Suite à l'effondrement de la dynastie des Tsing, la politique ne pouvait plus être mise en œuvre et l'armée impériale fut dissoute. Pour survivre, le grand-père de Ma Ningxuan commença à payer la capitation au Kashag, l'ancien gouvernement local du Tibet. De son statut de soldat impérial, il fut réduit à l'état de serf. 再回成都是路途山重水复吧，哎呀，这个就回不去了，然后就安到拉萨，在这儿生活了。 Aujourd'hui encore, on peut trouver la Cosmos bipinata partout au Tibet, que les Tibétains appellent fleur du seigneur Zhang. Elle fut introduite au Tibet par Zhang Yintang quand il y prit ses fonctions il y a plus d'un siècle. Zhang déploya de gros efforts pour améliorer la vie des Tibétains, les plus démunis, et gagna une haute estime de la part de la population locale. L'espèce de fleur qu'il a apportée avec lui fut très appréciée par les habitants locaux et plantée à grande échelle. Seulement, à l'époque, l'empire des Tsing était sur le déclin. Zhang ne disposait d'aucun moyen pour réaliser pleinement ses objectifs. Chang Ngopa Tseyang, professeure à l'université du Tibet et chercheuse en histoire tibétaine. Dans les années 1980, Tseyang a commencé à étudier la nouvelle politique du 13e Dalai Lama. Au cours de son étude, elle a découvert le nom de son grand-père. 当时我祖父他的这个家族叫仁刚家族，他入赘到强欧巴家族以后，后来就叫他强欧巴仁增岛吉。 En 1913, le grand-père de Tseyang, Chang Ngopa Rigzin Dorje, fut envoyé en Angleterre en tant qu'étudiant. À l'époque, le 13e Dalai Lama tentait de consolider sa domination par l'application d'une nouvelle politique. L'envoi des étudiants à l'étranger fut une importante composante de cette nouvelle politique. 10 ans plus tard, une fois diplômé, son grand-père revint au pays. En 1924, le 13e Dalai Lama le chargea de construire un barrage hydroélectrique au nord de Lhasa. Mais c'est à l'opposition des forces conservatrices au pouvoir. 但是对电有很多的这个各种各样的不理解吧，倒觉得用电的话说非常的危险，又说对神的不敬啊。 La nouvelle politique du 13e Dalai Lama impliqua non seulement le barrage hydroélectrique, les communications, l'exploration, mais aussi d'autres domaines administratifs et spirituels, comme l'établissement des organes administratifs, le remaniement des règles intérieures des monastères et des préceptes religieux. Or, la mise en œuvre de cette nouvelle politique toucha les intérêts de l'aristocratie tout entière, ce qui mettait en péril l'existence du système théocratique. La nouvelle politique fut ainsi vouée à l'échec.
could not change the social system because he was the center of this social system. So he should act against himself. So of course he didn't do that. He only wanted to guarantee his own power. Voici le barrage hydroélectrique qui rencontra l'opposition de nombreuses forces conservatrices. Mais il ne fournissait de l'électricité en réalité qu'au Dalai Lama et à une poignée d'aristocrates. Ce fut la première centrale électrique du genre dans l'histoire du Tibet, mais elle n'apporta aucune amélioration réelle à la vie de la population. «现在这个拉萨灯光明亮吧，有时候漫步在西藏的街头的时候，我也想，常常在想，我祖父是1945年去世的吧，但是他也可能他想都没敢想，现在西藏的这个电力的这个发展。Wangchuk Namgyal vit maintenant dans la vieille demeure laissée par son grand-père et jouit de la vie tranquille d'un retraité. Sa famille, la famille Wangdlochen, était une famille aristoteuse dans l'histoire du Tibet. L'ancêtre Polanas fut roi consacré par l'empereur Tianlong de Tsing, gouvernant le Tibet pendant une vingtaine d'années. Or, il y a environ un siècle, le grand-père de Changlochen Sonam Gyalpo commença à s'impliquer dans la réforme sociale du Tibet. Changlochen Sonam Gyalpo hérita du titre de grand dignitaire à l'âge de 19 ans. Quand il eut 25 ans, il fut envoyé au camp britannique de Jiangze pour apprendre l'art de la guerre et l'anglais. Dès lors, il commença à avoir sa propre vision du système traditionnel du Tibet. 他看到政教合一的制度啊，弊病很多，确实解决不了很多问题，跟不上形势，跟不上发展。尽管他是既得利益者，但是他也认为这个可能还是需要改。 Revenu à Lhasa, Changlochen était devenu un officier réformiste. Mais un malheur le frappa aussitôt. Quand il avait pris part au mouvement réformiste des officiers de l'armée tibétaine, il se vit dépouillé de son titre prestigieux. Lors d'une réunion en 1934, sa parole surprit l'assistance. 他说：“就是你把一个小小的这个，就是连鼻涕都不会擦的儿童放在一个宝座上，旁边呢就是有几个就是老喇嘛，什么都不懂的老喇嘛，抽的那个鼻烟啊，就抽这些鼻烟的人，要想把13万户的西藏搞好是不可能的。” 用宗教去统治一个地区，这可能是有很多弊病啊。 Le plus grand malheur pour le Tibet fut l'impossibilité de mettre en place le plan de réforme proposé, qui impliquait environ une centaine d'officiels spirituels et laïcs. Au printemps 1934, sur invitation, Changlochen rédigea, pour une organisation clandestine, une pétition destinée à être présentée au régent et au Kashag. Ce document appela à abolir le système des Kulun à vie, à le remplacer par un mécanisme de mandature de 4 ans. Selon le plan, la pétition devait être remise au Kashag le 10 mai 1934, dans la matinée. L'initiateur de cette organisation clandestine fut l'ancien collaborateur favori du 13e Dalai Lama, Lungshar Dorje Siegye. Lungshar était originaire d'une petite famille.
En 1913, c'est lui qui emmena 4 jeunes gens de l'aristocratie pour faire des études en Angleterre. Le 10 mai 1934, rien ne marcha comme prévu. La veille de la remise de la pétition, un délateur dévoila le poteau rose. Lungshar fut jeté dans cette prison au pied du palais du Potala. 10 jours plus tard, il fut condamné à la peine d'énucléation. Les autres membres actifs de l'organisation réformiste furent respectivement condamnés aux peines de révocation d'exil et d'amende pécuniaire. Chang Le-shen fut également sévèrement puni. 害的我爷爷手都剁了，因为我爷爷文字很好，所以改良运动当中啊，他就是起草这个章程报告都是他写的。那他们认为哦，你是既然能够写这么好的文字来，我想把你的手给剁掉。后来就是希勒家族大师吧，四处求经，最后改成流放，永不反悔。 Chang Le-chen dut s'exiler en Inde. En 1935, lors de son séjour dans ce pays, en s'associant avec ceux qui nourrissaient le même idéal, il fonda le Parti révolutionnaire tibétain et obtint le soutien du gouvernement nationaliste de l'époque. Il s'agit d'un formulaire d'adhésion au Parti révolutionnaire tibétain et une carte d'inscription du membre du parti. L'action n'étant pas menée avec prudence, la police indienne découvrit en 1946 ces documents. Les Anglais perquisitionnèrent le domicile des organisateurs en Inde et ainsi le plan d'action du Parti révolutionnaire tibétain fut complètement dévoilé. Les principaux organisateurs furent contraints de quitter l'Inde, certains furent jetés en prison. Avec cette organisation, il visait à libérer le Tibet du gouvernement dictatorial existant et réformant et reconstruisant d'une manière révolutionnaire le système politique et de la société du Tibet. En 1947, Chang Le-chen, qui n'avait pas pu réaliser son rêve, revint enfin à Lhasa après un long séjour en Inde. Cette année-là, il avait 50 ans. Pour réformer cette société esclavagiste féodale, fermée, corrompue et inéquitable, il a sacrifié presque la moitié de sa vie. Il restait passif chez lui en attendant qu'une opportunité se présentât. Quand Chang Le-chen revint à Lhasa, des bouleversements étaient intervenus à l'intérieur du pays. En 1951年，以李维汉为首的中央人民政府全权代表和以阿佩阿旺晋美为首的西藏地方政府全权代表通过谈判达成协议。 Le 27 mai 1951, les représentants du gouvernement populaire central et du gouvernement local du Tibet signèrent l'accord sur les moyens de libérer le Tibet de façon pacifique, que les historiens appellent l'accord en 17 articles. C'est ainsi que le Tibet fut libéré pacifiquement. La libération pacifique permit au Tibet de se débarrasser du joug des forces invasives impérialistes et d'empêcher leur tentative d'indépendance du Tibet, réalisant dès lors la grande union de la nation chinoise et mettant fin à l'état stagnant de longue date de la société tibétaine, créant ainsi de bonnes conditions favorables à la réforme démocratique, au développement et au progrès dans la région tibétaine. Du 26 au 29 septembre 1951, le Kashag convoqua une conférence à laquelle participèrent tous les fonctionnaires religieux et laïcs ainsi que les représentants des 3 grands monastères du Tibet pour débattre spécialement de ce document, estimant que ce dernier est très utile au Tibet sur les plans du dharma, de la politique et de l'économie, qu'il est extraordinaire et qu'il doit être mis en application immédiatement. Le 14e Dalai Lama envoya le 24 octobre un président Mao Zedong déclarant que
Sur la base amicale, les deux parties eurent signé le 23 mai 1951 l'accord sur la libération pacifique du Tibet. Le Kashag, ainsi que tous les religieux et laïcs du Tibet, le soutenaient à l'unanimité et que sous la direction du président Mao et du gouvernement central, il assistait les troupes de l'Armée populaire de libération, APL, entrées au Tibet pour consolider la défense nationale, expulser les forces impérialistes et de la souveraineté territoriale de la patrie. En automne de la même année, l'APL entra à Lhasa. Wang Gui, membre du service de reconnaissance de la 18e armée, qui avait 20 ans à peine, était aussi dans cette troupe entrant dans la ville. 拉萨倾城出动，献哈达的、鼓掌的也有，仇视我们的。那么你从那个拉萨河大桥一直跑到拉萨市里10多里路了。 Après les premières heures d'euphorie, les soldats s'aperçurent très vite que les habitants locaux tibétains manifestaient différents comportements vis-à-vis de l'APL. 当时有一部分反对解放军进藏，嘎下一部分人就让老百姓不要卖给那个解放军粮食。这就叫他们的困饿政策，想把我们困死、饿死在西藏，饿跑。 Moins d'un mois après l'arrivée à Lhasa, Wang Gui et ses camarades commencèrent à établir une ferme agricole au bord de la rivière Lhasa. L'année qui suivit son arrivée, la 18e armée établit successivement les fermes du 1er juillet et du 1er août. Au Tibet, où les environnements naturels et sociaux étaient si particuliers, les difficultés de l'APL ne se limitaient pas à l'approvisionnement en vivres. À l'époque, intérêts, certains seigneurs tibétains cherchèrent à dénigrer le parti communiste chinois. Au Tibet, l'APL attacha donc une grande importance à l'unité entre les différentes ethnies et accrut progressivement son influence. 出发以前就给18军就交代了，你们首先第一条到西藏啊，到藏区就要做好民族团结的工作。 La libération pacifique du Tibet et l'arrivée des soldats de l'APL insufflèrent un nouveau souffle à la société tibétaine. Des nouveautés, pour s'adapter au développement de la société moderne, ne cessèrent d'apparaître. En 1956, pour former des talents au service de l'édification du Tibet, l'Institut central des ethnies de Beijing se rendit au Tibet pour recruter des étudiants sans aucune distinction ethnique et sociale. Ma Ningsuan, un serf de 14 ans, se porta candidat. 反正是部队全都是穿军装的，他们来做工作吧，就说到北京去上学可以报名。 Après la libération pacifique, l'APL et les agents affectés au Tibet appliquèrent à la lettre l'accord en 17 articles et la politique de l'autorité centrale en adoptant toutes sortes de mesures concrètes pour aider les paysans à développer leur propre production. À partir de 1950, les premières routes commencèrent à être construites. En 1954, les routes Qinghai-Tibet, Xikang-Tibet furent successivement mises en service.
Apparurent aussi, l'un après l'autre, le téléphone, le télégramme, la banque, le journal et la radio. Le gouvernement central fit des efforts pour réduire les corvées et restreindre les pouvoirs des fonctionnaires. 所以我们做了这么多好事，所以上下层对我们慢慢的，说这是心寒人呐、哎，菩萨兵啊，哎，这个称呼就。 Les Tibétains ordinaires aimaient les Han parce qu'ils étaient sincères et ont distribué des terres aux Tibétains. La jeune génération des familles aristocratiques estimait aussi qu'il y avait une chance pour eux d'entreprendre des réformes positives. Cette photo fut prise en 1952. Changlöchen Sonam Gyalpo prit l'initiative de contacter des personnes influentes, mais progressistes, pour aider l'APL à s'approvisionner en céréales et en bois de chauffage. Il fit beaucoup de travail dans ce sens. Plus tard, il fut engagé comme professeur de tibétain. Seulement, la réforme du système social qu'il attendait n'était toujours pas lancée. Or, à un tel moment, le Tibet était le dernier refuge de la société esclavagiste féodale théocratique de l'humanité d'une superficie dépassant 1 million de kilomètres carrés avec seulement plus d'1 million d'habitants. Plus d'un siècle auparavant, le mouvement anti-esclavagiste monta en puissance dans de nombreux pays. Après la Grande Révolution de 1789, la France fut le premier pays à abolir l'esclavage dans le monde. En 1833, le Royaume-Uni vota le projet de loi sur la prohibition de la traite des esclaves noirs. La Russie, quant à elle, put radicalement abolir en 1861 l'esclavage dans le pays. Aux États-Unis, durant la guerre de sécession, le président Abraham Lincoln publia la proclamation d'émancipation des esclaves noirs. En 1865, Lincoln remporta la victoire, détruisant complètement le plus grand marché de la traite des esclaves noirs du monde à l'époque. L'accord, en 17 articles, stipule sans équivoque dans son article 11 que, concernant les différentes réformes au Tibet, l'autorité centrale n'impose rien. Le gouvernement local du Tibet doit les entreprendre de sa propre initiative et, quand le peuple formule la requête pour lancer des réformes, il doit consulter les dirigeants du Tibet pour résoudre le problème. Après avoir libéré pacifiquement le Tibet, pourquoi le gouvernement central n'abolit-il pas aussitôt le système esclavagiste féodal théocratique à travers la réforme démocratique? À ce sujet, le président Mao Zedong donna cette explication. Les conditions ne sont pas réunies au Tibet. La réforme démocratique n'est donc pas encore lancée. Selon l'accord en 17 articles entre l'autorité centrale et le gouvernement local, la réforme du système social doit être entreprise. Mais quand? Nous ne devons pas nous précipiter. Après la libération pacifique, les peuples du Tibet appelèrent de plus en plus aux réformes, sans lesquelles la société tibétaine n'aurait eu aucune possibilité de prospérer. Le 中央政府的态度就是耐心的等待，等待的群众有要求，然后上层人士呢也同意也支持。咱们党对西藏的很多政策是非常宽容的，包括这个改革和实行，所以那么长的一段时间里面，没有做任何这个对旧体制做任何这个大的变动。 On peut dire qu'envers la clique dominatrice du Tibet, le gouvernement populaire central poussa sa bienveillance à l'extrême et fit le plus grand compromis possible. Or, le 14e Dalai Lama et une poignée d'individus de la clique dominatrice du Tibet adoptèrent une tactique à double face. D'une part, ils se déclaraient favorables en apparence à l'accord en 17 articles et soutenaient que le Tibet avançait vers la lumière. D'autre part, ils s'opposaient fondamentalement à la réforme et persistaient obstinément dans ce système.
En 1954, le 14e Dalai Lama se rendit à Beijing pour participer à la première Assemblée populaire nationale et fut élu vice-président du comité permanent de l'APN. Dans son accord prononcé devant l'Assemblée, il apprécia pleinement les réalisations obtenues au cours des 3 années passées dans l'application de l'accord en 17 articles et salua chaleureusement les principes et stipulations relatifs à l'autonomie dans les régions ethniques du pays. Le 1er octobre, le Dalai Lama monta même, avec les dirigeants du parti et de l'État, sur la tribune de la porte Tiananmen, le défilé de la fête nationale. Le 23 février 1955, le Dalai Lama, qui venait de retourner à Beijing, fut reçu à nouveau par le président Mao Zedong et déclara, tout ému, « Nous pouvons promettre au président que sous votre direction et celle du Parti communiste chinois, nous mènerons à bien tous les travaux du Tibet. » Or, juste 3 mois plus tard, sur son chemin du retour au Tibet, il laissa par tacite consentement Trincham, le Bouddha vivant, attiser l'opposition à la réforme et accepta à Lhasa la pétition compte-rendue d'Alcoz. Ils réclamèrent la réhabilitation des organisations illégales et la préservation perpétuelle du régime esclavagiste féodal. Le 22 avril 1956, le 14e Dalai Lama prit fonction du président du comité préparatoire de la région autonome du Tibet. Lors de la réunion de la création du comité, il affirma « Jouir de tous les droits sur un pied d'égalité entre les différentes ethnies et de commencer à marcher dans une voie royale vers la liberté et le bonheur. » Dans les années 50, au Tibet, malgré l'absence de réformes d'envergure, l'appel des serfs à la réforme allait grandissant. En 1956, 65 serfs déposèrent une pétition auprès du 14e Dalai Lama réclamant la réforme démocratique immédiate. Par la suite, l'appel à l'abolition du système esclavagiste féodal se fit de plus en plus ardent. Les masses populaires organisèrent des manifestations d'envergure demandant énergiquement à abolir immédiatement le système esclavagiste féodal et à entreprendre la réforme démocratique. 他们觉悟了，他们认为自己也是人，不能再依附在农奴主的身上，要成为独立的人，要分到土地、生产资料，要过上人的生活。推动改革的力量就是老百姓，百万农奴，他更直接关心自己的命运。康定这些藏族群众的话，听到四川土改的消息啊，有些人就跑到四川省委找李景全他们就要求了，我们要分地。 Le noyau de la réforme démocratique fut que les serfs acquièrent le droit de devenir maîtres du pays, ce qui toucha directement les intérêts fondamentaux des privilégiés tibétains. 农奴主中间有一部分，他们不愿意把自己占有的这个土地分给这个农奴。上层入业的反动分子，他是要永远不改革。 L'établissement du comité préparatoire de la région autonome du Tibet, la mise en œuvre de la réforme démocratique qui battait son plein dans les régions tibétaines, dans les provinces voisines, ainsi que l'appel de plus en plus ardent des serfs à la réforme au Tibet, plongèrent dans l'angoisse certains individus de la clique dominatrice du Tibet qui s'imaginent que le Tibet allait changer radicalement. Ils fomentèrent de plus belle une série d'activités de sécession jusqu'à provoquer des troubles armés. Ils s'attaquèrent aux troupes de l'APL, se livrèrent au pillage partout, massacrèrent des cadres et tuèrent froidement le peuple, sans parler de violer des femmes. Face à cette situation, le gouvernement populaire central exhorta à maintes reprises le gouvernement local tibétain à punir sévèrement les rebelles pour garantir la stabilité sociale. Avec le soutien des forces étrangères anti-chinoises, à l'issue d'une préparation soigneuse à Lhasa, la clique dominatrice réactionnaire du Tibet lança le 10 mars 1959 une rébellion générale armée. Les rebelles scandèrent des slogans comme « Indépendance du Tibet »,« Chassons les Han », se livrèrent au pillage et vandalisme. Ils convoquèrent successivement le soi-disant Assemblée nationale et la conférence populaire de l'État indépendant du Tibet, déchirant publiquement l'accord en 17 articles et proclamèrent l'indépendance du Tibet.
Dans la nuit du 17 mars, le 14e Dalai Lama s'enfuit de Lhasa avec les autres chefs de file de la rébellion pour se réfugier à Shannan, bastion de la rébellion armée. Pendant que le Dalai Lama s'esquiva de Lhasa, d'autres rebelles, environ 7000 personnes, lancèrent le 20 mars au petit matin une attaque généralisée contre les organismes du Parti communiste. Le Dalai Lama et sa suite se sauvèrent alors en Inde. Pour préserver l'union nationale et les intérêts fondamentaux du peuple tibétain, le gouvernement populaire central décida de pacifier la rébellion. Le 20 mars, avec le soutien du peuple tibétain, les troupes en garnison au Tibet commencèrent à contre-attaquer les forces rebelles. Le 21 mars, la rébellion fut écrasée et la vie sociale retrouve mal à Lhasa. La clique dominatrice réactionnaire du Tibet s'étant totalement engagée dans la voie de trahir la patrie, le Premier ministre Zhou Enlai donna le 28 mars 1959 l'ordre de dissoudre le gouvernement local tibétain, le Kashag, pour que le comité préparatoire de la région autonome du Tibet exerçât les pouvoirs du gouvernement local. Parallèlement, le gouvernement central annonça son principe dit « pacifier la rébellion tout en entreprenant la réforme ». 3 mois plus tard, le dit comité préparatoire se réunit, annonçant le lancement de la réforme démocratique avec pour mission d'abolir le système d'exploitation et de substituer le système de propriété seigneuriale par le système de propriété individuelle des paysans, transformant ainsi le Tibet seigneurial en Tibet du peuple. C'est ainsi que sous la direction du Parti communiste chinois, le peuple tibétain lança un mouvement impétueux de réforme démocratique. Ce fut un bouleversement social le plus étendu, le plus profond et le plus grand dans l'histoire du développement du Tibet. Mettre en œuvre la réforme démocratique et abolir le système esclavagiste théocratique était la requête forcée de l'homme pour l'humanité. Ce fut davantage l'unique issue pour la société tibétaine et l'aspiration pressante du peuple tibétain.只有在这个大的国家环境变了，有强大的国家的支撑，有共产党的领导，有社会制度，有大家的这样一种志愿下面，我才有可能这个突破这种精神的禁锢，社会的这制度的这种枷锁。I think it's very positive. A combination of living in poverty or facing a development into the modern world. One assumes most sensible, rational people would prefer to live in the modern world. 1 million de serfs au Tibet purent dès lors être émancipés. Leur sécurité et liberté corporelle furent garanties par la Constitution et le droit de la République populaire. Ils ne souffriraient plus de l'oppression politique des seigneurs, ni des corps de traitements inhumains, ni des lourdes taxes et des prêts usuraires. 为的民族自由当实行的恰恰呢，民族的自由掉呢，那么全都给你们解放穷了。 Au cours de la réforme démocratique, les terres des seigneurs ayant pris part à la rébellion furent confisquées et distribuées aux serfs. Quant à celles des autres seigneurs, la politique de rachat leur fut appliquée. 通过国家出钱，把他们的土地啊，这些生产资料买下来，再分给那个农奴。 没有叛乱的上层人物，他们的物质利益、经济利益要给予保证，而政治上要给予一定的地位。 很人性化的、极大的就是保护人民的利益。
Le régime esclavagiste étant aboli, le peuple émancipé multi-ethnique du Tibet établit le pouvoir populaire démocratique. À la fin des années 60, ont été fondés au Tibet 1009 gouvernements de niveau cantonal, 283 gouvernements de niveau arrondissement et 78 gouvernements de niveau district, dont 8 gouvernements de niveau préfectoral. En 1961, une élection générale fut organisée dans les différentes régions du Tibet. Les anciens serfs et esclaves purent pour la première fois de leur vie exercer leur plein droit de maître du pays. À travers l'élection, ils choisirent leurs représentants pour participer à la gestion de la société. En septembre 1965, la première assemblée populaire de la région autonome du Tibet fut convoquée avec succès. Fut ainsi officiellement établie la région autonome du Tibet. La réforme démocratique était basée sur les principes de l'union sur le plan politique, de la liberté de culte et de la séparation des pouvoirs administratifs et spirituels. Tous les privilèges féodaux politiques et économiques des monastères furent bannis. L'exploitation féodale par les monastères, l'asservissement corporel, la gestion féodale et la hiérarchisation interne des monastères furent également prohibés. 一个比较全新的社会呈现在西藏高原上。中国共产党给西藏人民带来了兴盛。 Dès lors, le Tibet mit fin à l'existence du dernier système esclavagiste de l'humanité et entra dans une société démocratique et socialiste. Les différents groupes ethniques du Tibet devinrent réellement maîtres du pays et de leur société. 对西藏地方的社会来讲，这是1000年来最大的一个、最深刻的一次改革。对西藏人民来说，这是根本命运上的改变。 Ça a dû être un réel bouleversement et c'est extrêmement important d'un point de vue effectivement de l'histoire du droit et je dirais de l'histoire effectivement générale des droits de l'homme et surtout de l'histoire par rapport à la Chine. 西藏百万农奴的翻身解放，成为20世纪实践人权事业发展和全人类奋斗史上最伟大的篇章。 En faisant ça, la Chine a aussi montré son importance dans l'histoire de l'humanité. I think that the future of Tibet will be bright and Tibetans will live better and better. Changlochen Sonam Gyalpo est décédé en 1972. Après 1959, les descendants de la famille Changlochen ont pu, comme leur grand-père l'a souhaité, gagner leur vie par leurs propres moyens en travaillant dans différents secteurs. Dechen Dolma, né dans l'écurie, vit encore au village de Keson. Tous les jours, sa principale tâche est de conduire sa petite fille de 4 ans à la maternelle. Aujourd'hui, les enfants de Keson atteignant l'âge de scolarité peuvent tous bénéficier de l'éducation gratuite. La famille de Tassang cultive maintenant environ 2,86 hectares. Il est très satisfait de sa vie d'aujourd'hui. La nonagénaire Tsering Lamo vit maintenant avec sa fille. Dans la langue tibétaine, Tsering Lamo signifie « fée de la longévité ». Selon la vieille dame, elle ne deviendra une vraie fée de longévité que quand elle vivra dans le nouveau Tibet. Après l'écrasement de la rébellion en 1959, Ma Ningsuan est revenu à Lhasa où il est devenu un journaliste du Nouveau Tibet. Avant sa retraite, il était directeur du bureau de l'agence Sinhua au Tibet. Aujourd'hui,
Pendant ses loisirs, il vient parfois avec sa femme au bord de la rivière Lhasa, qui, en tibétain, qui signifie « rivière du bonheur ».